Et le mec, en plein milieu de l'agence, attends, je t'explique la scène, en plein milieu de mon agence, il se met à quatre pattes, il se met à tourner en rond à quatre pattes dans l'agence en imitant. J'ouvre la porte de la chambre, et là je vois... Eh ben bonjour Alexandre. Bonjour Thierry. L'idée de cette vidéo aujourd'hui, en fait, c'est que, comme j'ai expliqué, ça fait 20 ans qu'on est dans l'immobilier tous les deux. Donc à nous deux, ça fait 40 ans d'expérience en IMO. Donc on a pas mal d'anecdotes sous le coude. Des marrantes, des qui font peur, des voilà. Donc l'idée de ce podcast, en fait, c'est vraiment de transmettre en fait tout ce qu'on a vécu. Il nous arrivait des trucs de fou. Je te dis, 40 ans d'immobilier à nous deux. Sur des visites, des rendez-vous clients, forcément, il y a eu des trucs qui tombaient, des hasards, des choses comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raconter un peu les anecdotes. Je pense que ça peut plaire, en fait, aux gens. Et puis, faire voir que l'immobilier, c'est pas que des visites de maison. Des fois, il y a des quiproquos, des imprévus, des occasions où on se dit, voilà, des choses un peu folles. Donc, le but, c'est de parler de tout ça aujourd'hui. Okay, exact. Parce que moi, en anecdote... il y en a une folle que j'ai en tête, là. Je vais commencer par celle-là parce que je sais pas si je vais bien la raconter parce qu'il faut être un bon storyteller pour raconter ça. J'explique le contexte. Je suis agent immobilier dans une ville en Mayenne. Alors, les gens de Dubaï, la Mayenne, ça doit pas leur parler. C'est un tout petit bled, enfin, tout petit département en France. Donc voilà, pour situer le contexte, je tenais une petite agence, bien une petite agence immobilière de la taille de ce studio-là. J'étais tout seul dans l'agence. Et il y a un mec qui passe la porte. Alors, ça, c'est une anecdote qui me tient à cœur. Il y a un mec qui passe la porte. Le mec, c'est Hagrid. Hagrid dans Harry Potter. Un grand, gros, costaud, grosse barbe brune, les cheveux mi-longs. Hagrid, quoi. Et sa femme, ouais, une petite boulotte. Voilà. Et en fait, le personnage, quand il est rentré, déjà, je savais qu'il allait se passer des trucs. Parce qu'il avait une tête, une dégaine. Je savais qu'il allait se passer des choses. Donc le gars, il me disait qu'il venait du nord de la France. Et moi, par exemple, c'était systématique depuis le début. Je fais toujours une découverte à cœur. C'est-à-dire que je ne vais jamais en visite avec quelqu'un qui passe ma porte et qui me dit « je veux visiter ça, ça ou ça ». J'ai le respect de mes vendeurs qui m'ont confié le mandat. Donc, évidemment, on fait une découverte à cœur. Et je commence à voir que le personnage, il est particulier, tu vois. Déjà, il passe peut-être les 15 premières minutes à me faire l'apologie de la crêpe Suzette qu'il a mangée juste à côté de mon agence, en me disant que c'est merveilleux, qu'à la fin des visites, il m'en offrait une, etc. Bon, ça, c'est sympathique, c'est rigolo. Et le gars, en fait, il commence à m'exposer sa recherche. Il me dit ce qu'il recherche, en fait. Et il me dit, oui, je veux une maison, mais il était très axé côté nature. Alors, en Mayenne, la nature, c'est pas ce qui manque. Je lui dis, bah voilà, ici, nous, en Mayenne, la nature, il y a que ça, il y a que ça partout. Des champs, des forêts, voilà. La verdure. De la verdure, là, il y en a plein. Et donc je lui dis, bah voilà, j'ai une petite maison, j'avais une maison en tête avec un petit étang, le truc en pleine campagne et tout. Et il commence à me dire, non, je veux pas spécialement de campagne. Parce qu'il me dit que la campagne, en fait, c'est pollué. Il me dit, en fait, la campagne, c'est plus pollué que la ville. Il commence à s'en prendre un peu aux agriculteurs qui mettent des pesticides, machin, etc. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Et c'est pour ça que c'était presque cohérent au début. Et après, il commence à dévier sur le côté, oui, de toute façon, on sait très bien... les pesticides, la consanguinité, les agriculteurs, ils deviennent fous, etc. Et le mec, en plein milieu de l'agence, attends, je t'explique la scène, en plein milieu de mon agence, il se met à quatre pattes, il se met à tourner en rond à quatre pattes dans l'agence en imitant le cochon, pour imiter en fait les gens qui étaient les campagnards, les machins, etc. Donc quand tu te retrouves avec un bébé de 160 kilos qui fait le cochon à quatre pattes dans ton agence, en plein milieu de l'après-midi, t'as peur qu'il y ait un client qui rentre parce que franchement la scène elle est complètement folle. Je te cache pas que c'est impressionnant. En plus j'étais jeune, moi il y a 20 ans. Rassure-moi, tu l'as filmé. On n'avait pas à l'époque, il y a 20 ans, je te cache pas qu'on n'avait pas de téléphone qui filmait. Sur le Nokia 3310. Non, c'était avant le Nokia 3310, tu vois. Ah si, c'est peut-être il y a 20 ans, c'était le Nokia 3310, mais c'est pour ça qu'à l'époque on n'avait pas de caméra de sécurité, des trucs comme ça, parce que ça effectivement ça aurait été pépite, j'aurais aimé l'avoir. Et donc, je me retrouve avec ce mec, ce Hagrid, à quatre pattes, en train de faire le cochon en plein milieu de mon agence, pour me dire... mais vraiment, il mimait le cochon, les bruits et tout, etc. Et c'est quand t'as 20 ans, 25 ans, je te cache pas que c'est impressionnant. T'es tout seul avec ce gars-là, la scène, elle est déjà un peu folle et tout. Et ça, c'est que le début. C'est que le début. Parce qu'après, on découvre... Donc, en fait, j'ai découvert que ils étaient du Nord. Peut-être pour ça qu'il était un peu à cheval sur la consanguinité. Il était du Nord, il insiste là-dessus, etc. Puis il me dit qu'il a vendu une maison, donc je contrôle, on regarde, on check, etc. Effectivement, il a vendu une maison, il avait un apport. Il pouvait acheter une maison. Puis les maisons en Mayenne, en fait, valaient pas très cher. Donc en fait, je dis, on va partir en visite.
On arrive dans cette fameuse maison, c'est une maison à rénover. C'était une maison vraiment entourée d'un grand terrain immense à rénover. Et pareil, la scène complètement folle, c'est-à-dire que j'arrive devant la maison, je tourne la clé de la porte, il me bouscule, mais vraiment il me bouscule, il me tape l'épaule, il rentre dans la maison. Alors c'était une maison inhabitée, inoccupée. Il court, mais il court à toute vitesse dans les étages, il monte les escaliers, il court comme ça, il fait comme ça, comme un fou, comme ça, hop, hop. Il ressort, ça a duré 2 minutes, et il me dit, et moi j'ai eu à peine le temps de décoller de la porte d'entrée en fait. Donc j'étais là dans l'entrée, un ouragan qui est rentré dedans, il sort, il fait, bon, c'est bon, la maison c'est vu, maintenant on va voir le terrain. La maison ça m'intéresse pas, de toute façon je vais tout rénover, donc la maison ça m'intéresse pas. Et en fait c'était un personnage, tu voyais qu'il jouait son truc et tout ça. Et donc du coup après on allait sur le terrain, etc., etc. Et donc voilà, la journée s'est déroulée comme ça, que des choses comme ça. Et quand on est rentré à l'agence, suite à la visite, il voulait m'offrir cette fameuse crêpe Suzette de mon voisin, le crêpier, la crêperie qui était juste à côté de chez moi. Et alors, j'ai poliment refusé 5 fois, 10 fois, 2000 fois, parce qu'il a insisté, mais il en devenait presque... il me faisait peur, quoi. Le mec était... et donc voilà, donc j'ai coupé un peu court, parce qu'en fait, effectivement, alors j'ai pas fait la vente sur ce personnage-là. C'était vraiment complexe. Il y avait... on aurait peut-être pu faire quelque chose, mais bon, voilà, à l'époque, c'était... je doutais des fois même de ses capacités à acheter, etc. Donc voilà, ça c'était un... Quand t'as 24 ans, tu commences l'IMO, t'as un mec à 4 pattes en train de faire le cochon qui rentre dans une baraque en furie, qui insiste pendant une plombe pour t'offrir des crêpes et tout, c'est quand même assez impressionnant. Donc ça, c'était une première petite anecdote. Toi, t'as peut-être des anecdotes qui ressemblaient à ça Alors, j'ai pas de clients un peu farfelus, alors j'en ai pas, je cherche, mais sur des visites, j'ai plein d'anecdotes à te raconter, surtout sur des visites alors nous à l'agence quand on rentrait des mandats on faisait visiter aux collègues et là j'en ai quelques-unes en parlant de je change de sujet mais sur mes premières expériences quand j'ai démarré l'immobilier, alors, le truc qui m'est arrivé, alors fou pas fou, mais je travaillais pas mal dans le milieu rural. Tu me parles de la Mayenne mais ça me fait penser à ça parce que j'ai démarré il y a 20 ans plutôt dans le foncier, le développement foncier. Et mes clients étaient forcément tous, ou 99% des agriculteurs. Et c'est vrai que quand tu arrives dans les fermes, c'est là où tu te rends compte, quand tu habites en ville, non mais le gap, en fait, on se rend pas compte. Mais j'ai plein d'anecdotes tu vois avec les bars qui t'accueillent. Voilà. Ouais, j'en ai plein. Voilà, c'est ça. Déjà, moi qui suis plutôt un citadin, tu vois, j'ai grandi à Nantes, dans le centre-ville. Donc tu arrives, tu débarques dans ce milieu rural. Déjà, je m'appelle Ben Seguir. Je peux te dire, bon, heureusement, finalement, on va dire quelque part, mon visage ne correspond pas à mon nom, mais déjà, il t'ouvre pas la porte. Ça, c'est une première chose, mais c'est surtout de voir où habitent les gens. C'est de la terre battue, pas d'électricité, pas d'eau courante. Et tu dis, il y a 15-20 ans, quoi. Ouais. En France, en Mayenne, dans le Maine-et-Loire. Ouais. Et ça, c'est un vrai gap. Et comme tu dis, les chiens qui t'accueillent, les chiens qui te coursent, les anecdotes comme ça où tu sors de ta voiture en chemise, costume, chaussures de ville et et boum, le berger allemand qui te saute dessus avec ses pattes pleines de terre. le berger allemand, la boue. Celle-là, je les compte même plus. C'est-à-dire que quand tu arrives dans la cour des agriculteurs, quand tu arrives dans la cour, il y a toujours un berger allemand qui vient, un Malinois, un berger belge, ou un berger allemand qui vient t'accueillir en gueulant. Il gueule. Alors tu sais que c'est pas parce qu'il gueule qu'il va te mordre. Et moi, j'ai pas peur des chiens, j'ai toujours été à l'aise avec ça. Mais je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai été accueilli par un berger allemand dans la cour. Alors, faut pas avoir froid aux yeux parce que tu sors, il gueule, il grogne, il est à 2 mètres de toi. Bah, il te barre dessus. Donc toi, tu cherches le propriétaire du regard. Ouais. Ou alors, des fois, il vient, des fois, il arrête d'aboyer, il te saute dessus, il te fout les pattes sur le costume. T'es toi, bien là, t'as commencé ta journée, t'es plein de boue. Et le gars, il dit qu'il veut pas signer le mandat derrière ça. Ok, il y a des envies de violence qui montent. Tu vois. Et alors, ça, j'en ai vécu plein des scènes comme ça. Quand même, tu arrives avec ta bagnole, quand tu es dans le commerce, tu essaies d'avoir une voiture propre et tout, tu arrives, tu as de la gadoue partout, tu sens que tu en as sur les côtés des portes. Et même sortir de la voiture. C'est vrai que en fait, tu sais que de toute façon, ta voiture est pleine de boue et que tes chaussures de ville. Mais c'est ça qui est assez drôle quelque part de ce paradoxe un peu de tu fais 10-15 km, tu sors de la ville et tu tombes sur des endroits comme ça. Ouais. Moi, pratiquement les endroits les plus, on va dire, comment dire, le plus gros gap que j'ai vu, c'était à Angers. En fait, dans le centre-ville d'Angers,
Hop, tu sors, Avrier, petite ferme, terre battue, boue partout, et tu dis on est à 5 km du centre-ville. Ouais. Et t'as vraiment deux mondes, quoi. Bah, il y a vraiment ça. Alors, en Mayenne, c'est encore plus flagrant parce que la Mayenne, enfin, si, Maine-et-Loire, pour ceux qui connaissent, bon, après, on va pas s'éterniser dessus parce qu'on est en local. Mais effectivement, quand tu vas sur Saint-Georges-sur-Loire, etc., il y a aussi de la France profonde. Mais en Mayenne, on avait ça. Moi, c'est vrai que j'avais des maisons à vendre. C'était genre la petite mamie de 80 ans qui habitait dedans. Terre battue, le poêle qui tourne en permanence avec son café dessus, tu sais, sa petite cafetière le en petit alu. café goutte du matin qu'on t'offre. Et oui, alors la table elle colle, tu mets ta main sur la table, tu galères à l'enlever tellement ça colle. Et ah oui, non, mais des scènes comme ça, j'en ai vécu. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des visites d'équipe. En fait, pour ceux qui connaissent l'IMO, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'immobilier le petit train ou la caravane. C'est-à-dire, en fait, quand tu rentres un mandat, un bien à vendre, ça. tu en parles à tes collègues, mais tant que tu n'as pas vu la maison, si tu dis ouais, c'est un 3 chambres, etc., c'est difficile de le voir, l'emplacement, la vue, l'état, etc. Donc en fait, on fait ce qu'on appelle le petit train ou la caravane, voilà, ou visite d'équipe, il y a plein de noms. Et en fait, donc, genre, c'est le jeudi matin, on se met sur un tableau, on se met les créneaux, ça prend 10-15 minutes, on rentre, on fait le tour pour voir, parce qu'après, on a toutes les infos à l'agence, etc. Et donc, moi, j'ai souvenir d'une visite où un collègue rentre un bien. Et donc il dit bah voilà, les propriétaires, on a les clés, donc la maison est vide. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rentre, chacun part de son côté, on regarde l'appart, on tourne vite fait pour voir l'état, où sont disposées les pièces, etc. Et on ressort, ça dure 10-15 minutes. Et il dit bon, c'est inoccupé. Donc on part, et donc là moi je vois j'arrive, les portes, tout ça, et puis à un moment je vois la chambre, j'ouvre la porte de la chambre, et là je vois, alors c'était une magnifique jeune femme, poitrine à l'air, donc les seins à l'air, assise dans le lit, qui me regarde avec un gros sourire. Et on s'est retrouvés vraiment bêtes tous les deux, enfin surtout moi, et parce qu'elle avait dû entendre du bruit, donc je me suis dit pourquoi elle n'a pas enfilé un truc ou quoi que ce soit. Donc je vois ça, je dis, oh là, je suis désolé mademoiselle, vraiment, et j'ai refermé, et j'appelle mon collègue, je dis on n'est pas seul. Donc après il y a eu discussion, il s'est avéré qu'en fait c'était la fille des propriétaires qui était venue, je crois, faire la fête, alors ça remonte un peu, je ne me rappelle plus exactement, mais qui était venue faire la fête la veille sur Angers, et du coup qui avait les clés de la maison de ses parents et qui avait dormi là la nuit, etc. Donc c'était quand même une rencontre agréable dès le matin. Mais ça, oui, ça fait partie des anecdotes de ces visites-là, des choses un peu folles. Bah, sur les visites comme ça, moi j'ai une très bonne anecdote là-dessus. C'est que j'avais un collègue à l'agence qui était le spécialiste pour rentrer des biens que personne ne voulait. Ouais. Et à un moment, il nous dit tiens, viens, je vais te montrer une maison. Bon, elle est un peu encombrée, tu verras. Pour être encombré, c'est encombré. Hein. Les gens qui habitaient là avaient le syndrome de Diogène. Ouais, syndrome de Diogène, quand tu entasses tout, les journaux, les papiers, les emballages. Qui entassent tout. Et en fait, tu peux pas imaginer. Donc moi, j'arrive dans cette maison de l'extérieur. Bon, on va dire c'était une maison standard, un plein pied, pas très bien entretenue, mais t'imagines pas ce qu'il y a derrière la porte. Mon collègue qui rentre, on ouvre la porte, je rentre dans cette maison, et c'est même pas tout le bazar qui m'a choqué, c'est l'odeur. Ah là, ouais. C'est-à-dire que j'ai eu un haut de cœur et je me suis retrouvé en panique au milieu du salon, en train de me dire où est la première porte, parce qu'il fallait absolument que je sorte avant de vomir en plein milieu du salon. Et là, tu te dis, alors comment je fais visiter ça? Quel argument je vais trouver pour redire voilà. En plus, ouais, c'est des maisons en fait qui sont tellement, ils empilent tout, carton, boîte et tout, qu'en fait la maison ça devient un couloir. En fait, ça devient un couloir, Exactement. un labyrinthe. Alors moi, j'ai déjà vu des maisons comme ça. Alors nous, soit on refusait de prendre le mandat, parce que souvent en plus c'est pas forcément les propriétaires. Des fois c'est le locataire qui est en place qui fait ça. Des fois c'est le propriétaire, mais des fois c'est le locataire. Et on dit nous aux vendeurs, tant que le locataire n'est pas parti, c'est invendable, effectivement. tant que le locataire n'est pas parti et que ce n'est pas nettoyé, on ne peut rien faire, parce qu'en fait tous ceux qui vont visiter vont dire je la prends. Mais on enlève 20, 30, 40, 50% du prix de la maison, parce que expulser le locataire. Et en plus, c'est des gens qui sont là depuis très longtemps. C'est très compliqué en France, en plus, toutes ces lois-là. Tout ça. Mais et puis après, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, etc. C'est difficile. Bah là, c'était les propriétaires. Ils ont vécu toute leur vie ici. Ouais. Et ils ont vécu 20 ans, 25 ans. Donc, t'imagines, 25 ans. Et il faut, après, mettre en vente. Mais c'est surtout comment tu fais visiter. Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Hein. On avait des maisons comme ça à vendre, très compliquées, ou avec... après, c'est pas des anecdotes, mais des fois, tu visites des maisons, il y a genre 8 gamins, tu vois. 8 gamins, 5 ou 10 chiens. T'arrives, c'est un zoo, quoi. C'est très compliqué, etc. Ah ouais, après, il y a les anecdotes de prospection aussi. C'est vrai que quand on fait de l'immobilier et qu'on commence, on fait de la prospection. Ah oui. Du porte-à-porte, du phoning, etc.
Et moi, j'avais un collègue avec qui je m'entendais très très bien, un gars qui aimait rire, etc. Et on se faisait souvent des petits challenges. En binôme? En binôme, on allait frapper aux portes et puis on disait à qui de parler, etc. Donc, par exemple, c'est le truc tout bête, c'est qu'on arrive, on frappe et on dit bon, si c'est une jolie fille, c'est pour moi. Ok, pas de problème. Et là, t'as la petite mamie de 90 ans toute fripée qui ouvre la porte et là, tu commences à rire et tu peux plus t'arrêter parce que par rapport à ce que tu viens de te dire à l'instant et la personne qui ouvre, tu te chopes un fou rire, tu te dis mais pourquoi c'est pas une personne standard qui a ouvert, tu vois, c'est vraiment la petite mamie qui fait genre 1m40 toute fibrée et toi tu viens de dire si c'est Adriana Carambeu qui ouvre, c'est pour moi, tu vois. Bref, et il y avait ces anecdotes là où je sais qu'il y avait souvent alors ça des fois ça peut te déclencher un fou rire juste avant de sonner. Il y a beaucoup de gens, alors je sais pas si ceux qui regardent ils ont ça chez eux mais il faut arrêter. Tu sais, les grenouilles avec des capteurs, quand tu passes, ça fait des grenouilles, des bruits de grenouilles, des bruits d'oiseaux, des trucs comme ça. Faut arrêter parce que quand tu fais de la prospection et tu tombes là-dessus, je peux te dire que des fois, tu te demandes d'où ça vient, tu fais ça, tu regardes ton collègue, t'as le sourire qui ouvre, t'as le sourire qui arrive jusqu'aux oreilles et puis à ce moment ça ouvre et là tu bugs et tout. Sinon, ouais, ou les sonnettes. Moi j'ai vu des sonnettes, par exemple, tu sonnes, je vais mettre le son sur la vidéo parce que tu sonnes, ça fait ça. Ok, et là, juste à ce moment-là, tu as la personne qui ouvre, toi, tu as la sonnette dans l'oreille, tu dis, voilà, c'est... prospection, on a eu tout, tu sais, les gens qui t'accueillent limite avec le fusil à la main, ou la fourche, parce qu'ils aiment pas être dérangés. La petite mamie, justement, qui commence, tu es là depuis 2 minutes, qui te sort les photos de ses petits-enfants, etc., etc. Tu dis, ouais, mais moi, je fais de la prospection, il faut que je file, il faut que je continue. Et elle commence à te proposer de boire un café et tout. Bon, après, si tu as un peu de temps, tu t'arrêtes, tu discutes, et puis eux, ça leur fait du bien aussi. Personne âgée de voir du monde, mais voilà, quand tu es en prospection, il y a plein de choses comme ça. Ouais, alors ça, celle-là, elle est pareil. C'est un gars vient nous voir à l'agence, il dit ouais, je voudrais mettre mon bien en vente. Il y a un locataire dedans. Pareil, on en revient à toutes ces visites avec des locataires en place, et il me dit bah par contre, c'est un peu spécial. Allez voir, je vous donne l'adresse, vous prenez rendez-vous. Donc je prends rendez-vous avec le monsieur. Et donc, on arrive dans l'appartement, petit appartement, je sais pas, de 70-80 mètres carrés, tout sur le même niveau. Et là, quand tu rentres, tu sens le fan de Claude François. C'est-à-dire que, alors je t'explique la scène, ça va être dur à décrire. Toute la pièce était recouverte de posters de Claude François. Mais quand je dis toute la pièce, c'était les murs, le plafond, les vitres, les carreaux, par exemple, bon là c'est très vitré, toutes les fenêtres, posters de Claude François. Plafond, posters de Claude François. Donc plus de lumière. On avait une lampe au milieu qui éclairait la pièce. Donc au niveau du séjour, tu as une lampe au milieu qui éclaire la pièce. Claude François, 360 degrés. Si tu fais visiter la maison à un mec qui n'est pas fan de Claude François, je peux dire que ça va être dur à vendre. C'était vraiment, il y avait de recouvert de posters de Claude François. Est-ce qu'il y avait une baignoire et un sèche-cheveux? Il a fait virer toutes les prises électriques autour de la baignoire. Blague à part, le mec c'était un mec de, je sais pas, une 60aine d'années, un peu dépressif, un peu, voilà, fan de Claude François, mais pur jus, tu vois, un peu dépressif et tout. Et pareil, tu vois, je devais visiter l'appartement avec un marchand de biens, parce que les marchands de biens, ça leur fait pas peur. Ils visualisent, ils vont acheter, nettoyer, etc. Et donc, je prends mon téléphone, je tombe sur le répondeur du locataire, je dis voilà, j'aurai une visite prévue, est-ce que c'est possible pour vous, machin. Voilà, je raccroche. Puis je dis à mon collègue, parce que là, j'avais un collègue à côté de moi, je dis merde, il décroche pas, ça fait plusieurs fois que je l'appelle, j'espère qu'il s'est pas suicidé dans sa baignoire, tout ça pour rien. Et là, je regarde mon téléphone et je vois le compteur qui tourne. Je dis, ah putain, j'avais pas raccroché. Et donc, j'ai laissé tout ça sur le message du locataire. Alors, la visite s'est faite après. J'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas eu de mots par rapport à ça. Donc, c'est qu'il avait peut-être pas entendu ou autre. Mais quand tu raccroches et que tu dis des bêtises, tu vois, parce que forcément. Tout le monde l'a fait déjà. On fait des métiers où c'est vrai que c'est important de décompresser. Des fois, on se fait engueuler, on se prend la tête avec des gens. Des fois, c'est un peu tendu. C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir. Une soupape, tu vois, décompresser, plaisanter, rigoler. Les collègues. Et quand tu vois le compteur qui continue à tourner, le combiné qui a un tout petit peu de travers, tu fais eh merde, voilà. Donc ouais, l'histoire de Claude François, mais Claude François sur les murs, les carreaux, le plafond. Un vrai fan. De mémoire, le sol n'était pas, mais voilà, il y avait des petits bibelots, des machins, les magazines Claude François et tout, le fan ultime, quoi. C'est fou. Alors, j'ai une autre anecdote. Alors celle-là, elle est récente. J'ai une autre anecdote sur de l'IMO d'aujourd'hui, sur mes investissements en Floride. Alors c'est une autre anecdote, alors là c'est une anecdote un peu level supérieur. Je crois que je t'en ai pas parlé en plus, c'est l'histoire avec Donald Trump. Non. Non. Alors en fait, tu sais que mon business aujourd'hui principal,
c'est mon expertise sur la Floride. Nous, on a 20 ans de recul avec mes partenaires sur la Floride. On connaît le marché parfaitement, on est implanté. Et ça, c'est notre force, en fait. Donc, j'ai fait une vidéo pour expliquer tout ça, pourquoi on est les mieux positionnés aujourd'hui pour investir en Floride et que c'est mon produit phare aujourd'hui que je vends facilement. Il y a beaucoup de monde parce que, c'est un cercle restreint, mais c'est très facile à vendre. Pourquoi ? Parce que le produit, il est sûr, il est rentable, il est sécurisé. Voilà, parce qu'on est implanté en Floride. En fait, il faut savoir que on connaît tout le monde. C'est-à-dire que mes partenaires sur place en Floride connaissent toutes les rues, tous les immeubles. Tu parles à mon partenaire d'un immeuble dans telle rue, il sait qui l'a acheté, combien, quand. Voilà. On a eu un contrôle total de la Floride et de Miami et du nord de la Floride. On va pas trop sur Orlando, le sud de la Floride. On va pas trop sur le nord de la Floride, justement. Nous, on reste vraiment sur le sud de la Floride. Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, Pompano Beach. En fait, vraiment, ces coins-là. Ça, on a une vraie maîtrise de ces coins-là. Et du coup, on est implanté là-bas. Et ça, c'est notre point fort. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse commerciale sur mon business d'aujourd'hui. Et donc, en fait, il faut savoir que vu qu'on est implanté et qu'on connaît tout le monde, notre business, il se fait comme ça. C'est pour ça que quelqu'un qui veut acheter demain en Floride, il me dit « Ah, je connais un agent immobilier, 2 agents immobiliers, 10 agents immobiliers. » On s'en fout. Nous, les agents immobiliers, ils bossent pour nous. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons voir les agents immobiliers en disant « Oh, on veut un produit ». C'est les agents immobiliers qui nous démarchent, les plus grands agents immobiliers nous démarchent pour dire « J'ai une pépite, elle est pour nous parce qu'il sait que nous, on paye cash. » rapidement et que tout est propre, tout est clean. L'argent est propre, il n'y a pas de blanchiment, il n'y a pas de saleté comme ça, donc tout est propre. Donc on est hyper implanté. Alors, je te raconte l'anecdote, je voulais donner le petit préambule parce que sinon on ne comprend pas trop l'anecdote. Donald Trump est un milliardaire, joue au golf. En Floride, Donald Trump est avec Mar-a-Lago et tout, c'est un fan de la Floride, il adore la Floride, très implanté en Floride. Donald Trump va faire un golf avec un milliardaire. Ils jouent tous les deux. Alors ça, j'ai pas cette partie de l'histoire, mais ils se prennent de bec, ils s'engueulent sur le terrain de golf. Il y a une engueulade qui éclate entre deux, mais vraiment quelque chose de violent. Et le milliardaire dit à Trump, j'en ai marre de ta Floride, j'en ai marre de toi, je bazarde tous mes actifs en Floride. Sur un coup de sang, une question d'ego, deux personnages avec un ego très puissant, ils s'engueulent. Et ils décident de bazarder ses biens en Floride, de liquider les biens en Floride parce que... à cause d'une dispute sur un terrain de golf. Parce que les égos de ces gars-là sont très développés, il suffit qu'ils soient piqués au vif. Il dit « je vends ». Et donc, il avait, alors j'ai plus le chiffre exact, mais une enveloppe de peut-être entre 3 et 6 milliards de dollars d'immobilier à vendre en Floride, qu'il veut vendre en package, en lot. Il dit « moi, je fais un package, je vends ça en lot ». Et donc, l'avocat de ce milliardaire et notre avocat se connaissent très bien. Et c'est pour ça que nous, on est fort là-bas, on est puissant là-bas, parce qu'on est implanté, on connaît tout le monde. Et donc, vu que nos avocats se connaissent, notre avocat, c'est exactement la cible de produits qu'on cherche. Nous, c'est les multifamilies, les immeubles avec travaux à fort potentiel, etc. Et dans le lot, il y a un immeuble qui nous intéressait, qui est vraiment pile poil dans notre stratégie. 24 appartements sur North Miami, sur Crispy Boulevard, sur North Miami. Crispy Boulevard, d'ailleurs, je mettrai l'affiche pour faire le bien. J'y suis allé, j'ai fait des vidéos drone, je pourrais les mettre dans la vidéo pour voilà. Et ce bien nous intéressait. Sauf que voilà, c'est difficile d'extraire d'un package parce qu'eux, ils aiment bien vendre en lot, etc. Ouais. Et bien, vu que nos avocats se connaissent bien, il y a une bonne cohésion, une bonne négociation, on a extrait ce lot-là. Il faut savoir que ce lot-là a été estimé par plusieurs agents immobiliers à plus de 8 millions de dollars. L'immeuble valait plus de 8 millions de dollars. Vu qu'on l'extrait d'un package et qu'on a renégocié, on l'a acheté pour 6 millions de dollars. Donc déjà, un bien à 8 millions, estimé par plein d'agences, avec tous les outils possibles. 8 millions, on l'achète 6 millions. Donc déjà, on fait une entrée dans le game qui est assez forte. On va mettre, je crois, on a prévu, c'est 800 000 euros de travaux dedans, parce qu'il y a vraiment un potentiel qui était inexploité. Il y avait 6 pontons, par exemple, pour amarrer des bateaux. Le ponton, je crois que c'est entre 1000 et 1200 dollars par mois. x6, tu as déjà 7200 euros, 7200 dollars, pardon, 7200 dollars de potentiel parce qu'ils n'étaient pas loués. Et c'est un projet qui est en cours, là ? Et il est très avancé, les travaux sont vraiment avancés. On a déjà fait la levée de fonds, donc ça y est, il est acheté. Et du coup, donc ce bien-là, qui valait 8 millions de dollars, on l'achète 6 millions. 6. On va aller jusqu'à 6,8 millions en travaux. Et on estime leur vendre entre 10 et 12 millions de dollars.
Dollars, excusez-moi, je dis beaucoup euros parce qu'ici, on parle en dirhams. Je parle en dirhams, des fois, je convertis en euros, mais je travaille beaucoup en dollars. Mais tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est en dollars. Et donc, acheter 6 millions, ça fait 6,8 millions avec les travaux. On va le revendre entre 10 et 12 millions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé un club deal. On fait ça, en fait, c'est ce qu'on pratique régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, on trouve des investisseurs qui ont 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros à investir. On regroupe ces investisseurs-là et on guette les pépites. Et voilà, cette opportunité-là, c'est ce qu'on appelle une pépite. On a une opportunité devant les yeux, on l'achète. Tout le monde co-investit, on est tous co-investisseurs. On revend et chacun repart avec sa plus-value. Donc, en fait, ça, c'est notre point fort. Donc, l'anecdote de Trump qui se fâche avec un milliardaire, elle est quand même assez marrante parce que si j'avais su que Trump me ferait gagner autant d'argent un jour, voilà, c'est l'effet papillon. C'est l'effet papillon. C'est qu'en fait, Trump et un milliardaire se prennent la tête. Oui. Moi, je gagne de l'argent grâce à ça. D'où l'intérêt d'être implanté sur la Floride et de connaître tout le monde. Et effectivement, voilà, c'est une anecdote. Je parlais de Claude François, là je passe à Donald Trump pour dire que les anecdotes, il y en a vraiment de tout genre. Toi, il t'est arrivé aussi certainement des trucs un peu fous dans des visites, dans des signatures. Effectivement, dans des signatures, moi j'ai connu, comme toi, il y a 15-20 ans, avant la dématérialisation, c'était les signatures notaires qui s'éternisaient. Ouais. C'est-à-dire que c'était des actes qui pouvaient durer 2 heures, 3 heures, parce qu'il fallait signer les 400 annexes à la main. Ouais. Et ça m'est arrivé quand même plusieurs fois d'avoir des vendeurs, surtout un peu âgés, qui s'endorment pendant les signatures. Tellement c'était long. Merci tout le développement un peu numérique. Aujourd'hui, en une signature, il y a un paraphe, une signature, tous les documents sont bouclés. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, même 10 ans, hein, c'était une tannée quand même. Les diagnostics, les DPE, moi je me rappelle quand on vendait du LMNP. Quand on vendait du LMNP, c'est du loueur meublé non professionnel. Donc en fait, on vend un bien immobilier, mais on vend un package de services avec, comptable et autres. J'ai vu, moi, faire signer à des clients rien que pour la réservation, c'est-à-dire l'équivalent du compromis dans l'ancien, on faisait signer presque une ramette de papier. Oui. Parce qu'en fait, il y avait toutes les annexes. Donc il y avait la réservation, toutes les annexes, les plans, les DPE, les ERNT, l'état des risques naturels miniers, le contrat de gestion, le comptable, etc. Et en fait, tout ça réuni, il le fallait des fois en 3-4 exemplaires. Un pour le promoteur, un pour le notaire, un pour le client. Si les clients étaient 2 mariés, il en fallait un pour chaque client. Exactement. On sortait des ramettes de papier. Après, en voyant recommander paraffer toutes les pages. Il fallait paraffer toutes les pages. Moi, je me rappelle, on faisait comme ça. Je signais, on tournait. On faisait ça, on tourne, on passe, on tourne, on remet. Tac, tac, tac. Moi, j'ai vu des clients qui étaient à 2 doigts d'annuler la vente. On était à la moitié de la ramette. C'est vrai qu'on arrivait à moitié de la ramette. Le client, il faisait ça. Ah non, mais j'en ai marre, c'est bon, il y en a encore pour long, on arrête. Et je sentais la tension monter, je dis ça va me péter ma vente, quoi. Et donc, on essaie de plaisanter, on dit voilà, c'est un mal pour un bien, voilà, ça se mérite, etc. Mais même moi, c'était fatigant. C'est-à-dire qu'en plus, à une époque où on tournait bien, moi je me rappelle, dans les grandes périodes où on vendait beaucoup, moi je vendais 1 à 2 biens par semaine, on vendait beaucoup. Moi, j'avais mes assistantes qui me sortaient à l'imprimante à longueur de journée des contrats de réservation, du papier. Les sacoches étaient lourdes. Des fois, on faisait 3 ventes la même journée parce que tout se regroupait le même jour. Mes sacoches étaient pleines de papier. Donc, effectivement, le numérique nous a vraiment libérés là-dessus. Il y a toujours des petits couacs. Hein. Moi, j'ai vu des fois des signatures notaires où, au moment de signer, on voit le truc Windows qui apparaît. On se dit, on vient de passer 1 heure à tout décrire, etc. Parce qu'en plus, ils ont un centre, c'est dans le sud, à Aix-en-Provence, ou je ne sais plus, dans le sud. Il peut tomber en panne. Quand le serveur tombe en panne, le truc, il plante chez tous les notaires de France. On a eu des situations rock'n'roll, mais dans l'ensemble, 95% des cas, ça nous simplifie la vie. Évidemment. Et c'est là où, quand tu repars en arrière, parce que ça m'est arrivé il y a quelques années, où effectivement, le serveur logiciel est tombé en panne et il fallait imprimer tout l'acte pour tout le signer, et là tu te replonges en arrière et tu dis en fait c'était long. C'est vrai que moi c'est vrai que je donnais aux assistants, je disais aux assistants de l'imprimer et je les voyais debout devant la photocopieuse pendant 1 heure à sortir les trucs, mélanger, parce que il y avait les recto verso, tout ça, c'était l'enfer. Après il y a eu les périodes où on pouvait mettre plusieurs papiers, mettre sur format 4, mais bon, c'est vrai que le papier c'était l'enfer. Mais c'est vrai que toute cette partie un peu administrative en France fait nous rêver là. Comment ça se passe à Dubaï? Alors, justement, Dubaï, Dubaï, c'est le futur. Par rapport à la France, Dubaï, c'est le futur. On n'a pas les papiers, c'est très facile, tout est dématérialisé. Ici, en fait, on signe un document, c'est l'équivalent de la réservation. Alors, je ne vais pas mettre tous les acronymes avec le SPA,
le low code et tout ça, je mettrai en petit titre en dessous, voilà. Et voilà, mais ici, c'est très simple. En fait, ici, tu signes 3 papiers, parce qu'on va à l'essentiel. En fait, en France, on a 1 million de documents qui ne servent à rien. Quand on va chez le notaire, on se demande pourquoi on signe ça. On a presque des textes aujourd'hui qui disent si vous êtes un escroc malfaisant avec de l'argent volé, il se peut que le contrat soit caduc. Je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre ça dans des contrats aujourd'hui? Et il y a plein de paragraphes comme ça dans une réservation où on dit ça. Si le client ne paye pas la somme, il n'aura pas le bien. C'est logique, mais en fait, on se dit qu'il y en a tellement qu'on réussit à déjouer, parce que la France, c'est tellement un millefeuille de règles et de lois, qu'on dit si on ne le met pas, devant un juge, on pourra se faire annuler la vente ou valider une vente sans l'argent en face ou des choses comme ça. Donc en France, on aime le papier, on aime se protéger, hein, ces ceintures, bretelles, casques, parachutes et tout ce qui va bien. Et on a 1 million de documents qui ne servent à rien. Les DPE, c'est une vraie blague aujourd'hui. Les DPE, l'état des risques naturels et technologiques, etc. Oui, ici, on est dans une zone inondable et tout, c'est bien de le mettre, mais les zones à risque par rapport aux entreprises, parce qu'il y a eu AZF à Toulouse qui est arrivé il y a peut-être 20 ans maintenant. AZF, c'était quoi, il y a 20 ans, 25 15, 20 ans, je sais plus. Et ben en fait, ça a déclenché de dire que quand dans la ville où vous êtes, s'il y a une société qui potentiellement a le droit de stocker des déchets dangereux, il faut en informer. Sauf qu'il y a des gens, des fois, ils lisent le truc, ils disent « Ah, je suis dans une zone à risque », ils vont pas plus loin, ça leur fait peur. Et en fait, à part faire psychoter et faire peur aux gens, on ne les protège pas. Et puis trop d'infos tue l'info aussi, on a plus l'essentiel. Qui lit ces documents? Quand vous recevez les diagnostics, l'état des risques naturels technologiques, là maintenant ça a changé de nom, ça a changé plein de fois de nom, mais qui lit ces documents? C'est barbare, souvent, même quand la préfecture nous l'envoie, c'est tellement flou. Enfin bref, le papier tue la protection, alors que ici, par exemple, à Dubaï, t'achètes un appartement, c'est, je sais pas, c'est 5-6 pages. 5-6 pages, qu'est-ce qu'on achète, quelle surface, où, combien, comment le payer, qu'est-ce qui se passe s'il y a des retards de paiement. Enfin voilà, la vraie base de ce qui se passe dans la vraie vie. Et on n'a pas à mettre 1 million de textes farfelus qui fait que les gens ne lisent plus rien et ne sont pas protégés. Et ça, c'est un vrai coup de gueule que j'ai contre la France, parce que c'est une plaie, c'est cette bureaucratie, cette paperasse, la préfecture qui donne son nom, les droits de préemption de la mairie, de la SAFER pour les terrains, pour ci, pour ça. On n'en finit plus. Et en fait, tout est sclérosé. C'est pour ça que le marché immobilier en France, il est mort, il est à l'abandon, il n'y a plus rien qui se fait. Tout le monde est dépressif. Les agents immobiliers deviennent nerveux. Enfin, voilà. Ici, à Dubaï, ça ne marche pas comme ça. Ici, que ce soit l'ancien ou le neuf, tout est plus fluide, tout se comprend vite, parce que tout un peu est créé sur le bon sens. Et en combien de temps on peut devenir propriétaire ici? Entre le moment où tu trouves un bien et où tu peux emménager? Alors ici, ça peut aller très vite. Ici, ça peut aller très vite parce que déjà, en fait, il n'y a pas de notaire. Ici, on passe par le DLD. On passe par le service, c'est la DLD, c'est Dubai Land Department. C'est le service, en fait, de la régularisation. C'est un peu l'urbanisme. C'est l'urbanisme, mais qui gère tout, qui prend en compte les actes, tout est numérique, fiché. Quand on signe un document, c'est fiché chez eux. On sait exactement qui est propriétaire de quoi, quand, etc. Et c'est propre, il n'y a pas besoin de passer par... il n'y a pas des frais complètement fous. Voilà. Ici, les frais, l'équivalent des frais de notaire, c'est 4%. 4%. Voilà. Et des fois, en plus, on peut même acheter, revendre le bien sans payer, selon les États, sans payer les 4%. Les 4%, on les paiera, par exemple, pour le neuf. Quand on fait ce qu'on appelle du off-plan. Le VFA en France, vente en état futur d'achèvement, ici, ça s'appelle le off-plan. Et quand on achète en off-plan ici, par exemple, les frais de notaire, on les paye qu'à la livraison. C'est-à-dire que si j'achète, je fais une grosse plus-value, je revends, je ne paye même pas les frais de notaire. C'est celui qui achètera quand il sera livré qui paiera les frais de notaire. Ça, par exemple, grâce à l'REMA ou des régions comme ça fonctionne comme ça. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus simple ici à Dubaï. Tout se fait beaucoup plus facilement. J'ai pas d'anecdote d'ailleurs sur Dubaï. J'ai fait moi-même, j'étais client aussi. J'ai visité des appartements pour louer, pour acheter, etc. J'ai pas d'anecdote. Après, si, les anecdotes, c'est quand tu arrives de France. Moi, j'étais sur Angers, mais même si tu es sur Paris ou autre, quand tu arrives à Dubaï et que tu visites des appartements, tu es choqué par l'avancée technologique, le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'un immeuble qui se construit, le lobby, il y a toujours un lobby immense avec 1 ou 2 ou 3 gardiens. Je crois que maintenant, les hauteurs minimum des lobbies, c'est 7 mètres sous plafond. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un lobby, c'est 7 mètres sous plafond minimum.
C'est grand, souvent tu as des belles maquettes, tu as des fauteuils, des canapés qualité, tu as de la sécurité, tu as 2-3 agents de sécurité des fois à l'accueil. Par exemple, il y a beaucoup d'appartements aujourd'hui, tu rentres, c'est la reconnaissance faciale. C'est la reconnaissance faciale, c'est-à-dire que tu arrives, les caméras reconnaissent ton visage, ils t'ouvrent les portes directement, tu n'as pas de badge à passer, quoi que ce soit, ils reconnaissent ton visage, tu rentres. L'ascenseur ouvre, quand il te voit arriver vers l'ascenseur, il ouvre, tu n'appuies même pas sur le bouton, avec ton visage, il sait quel appartement tu es, il t'amène directement. Alors, si tu as des amis, de la famille qui vient te voir, soit tu leur envoies un QR code sur leur téléphone, ils ont un QR code, tu choisis la durée de validité, comme ça avec leur téléphone, ils entrent. Sinon, bah, tu as tout ce qui est interphone, tu appelles la sécurité, tu dis il y a ma famille qui est en bas, est-ce que vous pouvez... Enfin, il y a énormément de façons de rentrer de façon sécurisée. Un inconnu ne rentre pas comme il veut. Ouais, mais il y a un truc dingue que j'ai entendu sur Dubaï, tu vas me dire c'est vrai. Attends, ils vont lancer les taxis volants. Alors, et ils vont mettre des héliports sur les buildings. En fait, aujourd'hui, moi, c'est la chose... J'ai acheté des appartements sur Dubaï, déjà à titre personnel. La première chose que j'ai vérifiée, qui est bien des enfin, je sais pas comment... C'est pas des... C'est des hélidromes ou enfin des plateformes accueillant hélicoptères et autres objets volants sur l'immeuble. C'est aujourd'hui impératif parce qu'un immeuble qui n'a pas ça, ça veut dire que le gars sera obligé de prendre sa voiture pour aller quelque part. Demain, à Dubaï, déjà, il y a le cheikh qui a fait le lancement de ça. Et on a les drones taxis volants. Ouais, c'est-à-dire que le drone arrive sur ton immeuble, tu montes dans ton drone et il t'amène très rapidement là où tu veux dans Dubaï. Le Uber en drone. C'est Uber drone, voilà. Donc, ça a été testé et approuvé, ça fonctionne. Je crois que le lancement officiel, c'est 2026. Donc, c'est demain. C'est demain. C'est demain, c'est dans 5 mois, 2026. Donc, en 2026, on va commencer à avoir des drones volants qui vont nous amener à droite et à gauche. Incroyable. Et donc, c'est incroyable. Moi, j'ai visité un immeuble l'autre jour. On avait au robinet, on avait de l'eau pétillante. On avait eau froide, eau chaude, évidemment, et on avait de l'eau bouillante. C'est-à-dire qu'on a un mécanisme avec de l'eau pour faire du thé, des pâtes, etc., qui est déjà bouillante. Tu n'as pas à la réchauffer derrière. Elle est bouillante pour du thé ou des pâtes. On a ça, l'eau pétillante aussi. Il y a des systèmes avec de l'eau pétillante au robinet. L'eau qui est évidemment filtrée et qui est consommable, qui est très bonne. Ouais. Je t'ai parlé de la reconnaissance faciale. Les salles de sport dans les immeubles aujourd'hui, c'est plus grand que les grosses salles de sport en France. En France, quand tu vas dans une salle de sport avec toutes les machines et tout ça, c'est ce qu'on a ici à Dubaï dans les immeubles récents. On a des salles de sport dans tous les immeubles ici, mais on n'a pas... alors les vieux immeubles, c'est des salles un peu plus modestes, mais qui sont déjà hyper bien équipées. Mais aujourd'hui, les salles qui sont créées dedans, c'est immense. J'ai visité un appartement l'autre jour. On a failli l'acheter, mais en fait, on allait sur une autre option. Alors, la salle de sport était immense. On avait les salles pour jouer au golf, avec les écrans géants. Les simulateurs de golf, où tu tapes ta balle, ça tape l'écran, et tu vois ta balle qui se prolonge dans l'écran, etc. Puis tu finis au putter, et tout ça, c'est inclus dans le... C'est inclus dans les services. C'est pas payant, c'est compris quand tu achètes l'appartement. Il y avait des piscines à débordement magnifiques, des piscines qui sont, on se croirait sur la Côte d'Azur ou autre, ces piscines à débordement avec vue sur la ville ou sur la mer, une skyline, sur la mer, etc. Donc on n'est pas du tout, on est dans le futur. Moi j'ai vendu des milliers de biens immobiliers en France, après 20 ans sur place, dans le neuf, dans l'ancien, etc. Dubaï aujourd'hui, on est dans le futur. On voit l'évolution. Par exemple, il y a les immeubles qui ont 10, 14, 15 ans sur Dubaï, ils commencent à être un peu obsolètes. Voilà, ils commencent à être un peu obsolètes. Alors, ils ont tous des piscines, des salles de sport, mais on voit qu'en termes de finition, en termes de qualité, d'isolation, voilà, c'était pas terrible. Tout ce qui s'est construit il y a 5-6 ans, 4, 5, 6 ans, c'est déjà un peu au-dessus de la France d'aujourd'hui. Quand je vois ce que font aujourd'hui les promoteurs en France, on est déjà un chouïa au-dessus. Mais ce qui se construit aujourd'hui ou depuis 2 ans, on est dans le futur. Ils ont donc les plateformes pour les drones sur le toit, ils ont les simulateurs de golf, les salles de sport, 2-3 piscines, des salles de jeux pour enfants. Moi, dans mon immeuble, j'ai une salle de squash, terrain de basket. Et ça, c'est intégré à tous les immeubles. C'est-à-dire que quand tu prends ton immeuble, ta location ou ton achat d'immeuble, tu peux aller jouer au basket. Moi, j'ai une salle de billard, on a baby-foot, on a... et encore, mon immeuble est un peu vieux aujourd'hui. Là, je suis en location parce que j'ai envie de bouger, j'aime bien bouger dans Dubaï. Sur la marina, je suis sur la marina actuellement
Alors, un endroit qui est super parce que je suis vraiment sur JBR. En fait, je suis sur la marina, mais côté JBR. J'ai la plage à 5 minutes. J'ai le tour de la marina au pied de mon immeuble. C'est-à-dire, je descends, je sors, je suis sur la marina. Donc, j'adore. Mais moi, j'aimerais, je pense, dans quelques mois, je vais aller sur Downtown parce que j'adore Downtown. Alors, moi, ça bouge beaucoup. Les belles voitures, les jolies femmes bien apprêtées, tous les magasins de luxe. Et tout le business se fait là-bas. Et tout le business, en fait, c'est the place to be pour moi. C'est là où tout le monde est, c'est là où ça fourmille, ça bouge. Et Marina, c'est très bien aussi, mais c'est plus des touristes. À Marina, il y a beaucoup de Russes, d'Américains. C'est très touristique parce qu'il y a le côté plage et tout. Mais Downtown, c'est là où je vais être demain. Donc j'achèterai ou je louerai sur Downtown. Mais voilà, pour l'instant, je suis en location sur Marina. Ça me permet d'être un peu plus mobile. Ouais. Et si j'avais acheté là-bas, effectivement, j'aurais eu envie de bouger. Voilà. Oui, et puis ça permet aussi de voir quels sont les quartiers qui te plaisent. Ouais, voilà. En fait, moi, je suis pas sur Dubaï depuis longtemps. Ça fait 9 mois que je suis sur Dubaï. Alors, j'étais venu même un mois avant, en repérage, avant de venir emménager ici. J'étais déjà venu il y a 5 ans. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a 5 ans, j'étais venu à Dubaï. Ça m'avait pas plu plus que ça. En fait, j'étais sur la Palme. J'étais allé au Palme Atlantis, sur la pointe de la Palme. Alors c'est génial pour la famille parce qu'il y a des aquariums, il y a un parc aquatique, c'est Aquaventure qui est peut-être un des plus gros parcs aquatiques au monde dans un hôtel. C'est extraordinaire, c'est fou. Mais moi, je suis pas un fêtard. Je suis pas Enfin, comme tu sais, on a déjà discuté. Moi, je traîne pas dans les boîtes de nuit, je traîne pas dans les bars et tout ça. J'aime bien prendre un petit brunch ou des choses comme ça. C'est un couche-tôt et un lève-tôt. Voilà, je suis un couche-tôt et un lève-tôt. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis pas un fêtard. Donc moi, être sur la Palme, à l'époque, j'avais pas compris le délire. En plus, j'étais venu un mois d'août. Alors, erreur, mois d'août à Dubaï, 44 degrés en moyenne dehors, invivable. Donc, j'avais pas trop compris le délire de Dubaï. J'y étais venu en mode touriste. Et en mode touriste, ça m'avait pas vraiment plu plus que ça. Par contre, quand je suis revenu là, un mois au mois d'octobre, je crois, j'étais venu en objectif business. Rencontrer des agents immobiliers, des architectes, des banquiers, des comptables, des commerciaux, des promoteurs, etc. Et là, j'ai vu le potentiel. Je me suis dit, ah oui, Dubaï, c'est un autre délire. Déjà, il y a de l'argent. Il y a des gens qui sont open, vraiment, qui sont business. Le cerveau, il est en mode business. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime travailler avec les gens de Dubaï. Je délaisse malheureusement un peu la France parce que la France devient trop compliquée à gérer. Trop de l'AMF, la CPR, le fisc, l'URSSAF, toutes les charges, les administrations. La France, pour moi, c'est un pays qui est fini. La France a de très beaux bâtiments, tout ce qui est bâtiments haussmanniens, nos vieilles cathédrales et tout. Ça, c'est magnifique. On a de beaux paysages, on a des forêts, on a de la mer. Ça, rien à dire. Le patrimoine français est extraordinaire. Mais ce que les Français en ont fait aujourd'hui, c'est invivable. Déjà, l'insécurité, c'est sale, c'est bruyant, c'est incompréhensible en termes d'administration. Dès que tu veux t'en sortir, gagner de l'argent, tu te fais défoncer. Donc la France, pour moi, elle est rayée de la liste. Si demain j'échoue à Dubaï, c'est pas près d'arriver et c'est pas en cours, mais si j'échoue à Dubaï demain, je ne rentrerai pas en France. Ça serait les États-Unis, peut-être certains coins en Asie qui peuvent être vraiment intéressants. En Europe du Nord, peut-être des endroits comme ça, mais je ne remettrai plus les pieds en France. Pour moi, c'est un pays qui est fini. Je lis tous les jours l'actualité de la France pour me tenir informé. Toutes les infos que j'ai sur la France aujourd'hui me font déprimer. Les nouvelles lois, les nouvelles taxes, les nouveaux impôts, ces politiques-là que je ne peux plus voir en peinture. Dès que je vois un politique français, droite ou gauche, on en a affaire, dès que je vois un politique français, j'ai envie de vomir tellement leur tronche me sort par les trous de nez, quoi. Donc la France, pour moi, c'est fini. J'ai fait une croix dessus. Je garde l'option des États-Unis parce que j'aime la Floride. Je suis un amoureux de la Floride, Miami en priorité. Être sur Brickell ou un coin comme ça sur la Floride, moi, ça serait une option intéressante. Mais l'objectif pour moi, c'est de vivre à Dubaï. Au Dubaï, il y a tout. La sécurité, les services. C'est propre, c'est beau. Enfin, quand on vit à Dubaï, on est très loin des clichés que certains Français en font. Bien sûr. Et ça, c'est un truc aussi que je voulais dire parce que souvent, quand j'entends ou je lis des commentaires, Dubaï, c'est fake. Dubaï, c'est moche. Il n'y a que des escortes qui font des trucs de fou. Dubaï, c'est pas ça du tout. Ça, c'est le 0,001% de Dubaï qui est mis en avant parce que ça fait... parler, ça fait vendre, ça fait jaser. Et ça calme les rageux. Comme ça, les rageux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas le courage de venir ici ou qui n'ont pas les moyens de venir ici, se défouler dessus. Ah, vous avez vu, à Dubaï, il y a une escorte qui s'est fait agresser. Il y a 4 millions d'habitants. Donc, effectivement, il y a un fait divers
rarement, mais on l'extrait et on en fait une soupe. Sauf qu'ici, il ne se passe rien. Moi, depuis que je suis là, depuis 9 mois que je suis là, je me balade dans tous les quartiers, jour et nuit. Pas une fois, je me suis senti en sécurité. Si tu as une belle montre, des bracelets, des choses de valeur, une belle voiture, tu laisses tout sur la table, tu reviens 2 jours après, ça n'a pas bougé. C'est vrai. Je crois que c'est le point qui me marque le plus ici, c'est cette liberté et cette sécurité. On se sent détendu. Alors, on aime, on n'aime pas, peut-être le désert, les buildings. Ça peut, effectivement, je peux comprendre, il y a des gens qui préfèrent les paysages, la forêt. Mais malgré tout, on se sent bien détendu. On ne craint pas pour soi ni pour sa famille. Et comme tu dis, on peut laisser ses clés, son portefeuille. Et tu te rappelles de l'anecdote où on a vu les 2 gars en Porsche GT3 RS qui sont venus au resto. Ils ont laissé leur portefeuille, les clés de la Porsche. Et ils sont partis faire une petite balade dans la montagne. Donc, tu fais pas ça en France. Ah oui, bah là, tu vas pas laisser 600 000 € sur la table et aller faire un petit tour. On était au resto et les mecs, ils viennent et à une Porsche GT3 RS et une autre 911. C'était pas une GT3 RS, mais c'était un modèle équivalent. Les mecs, ils se mettent au resto à côté de nous et ils se disent... donc, il y avait 4 gars. Ils sortent les ordi, les MacBooks, etc. Et puis je crois qu'ils sont allés fumer une cigarette dehors. Ils sont partis sur le point de vue, là, sur la montagne. Et il y avait les clés des GT3, leur portefeuille, les ordinateurs. Et les 4 gars, ils partent à 100 mètres, comme ça, se promener, etc. Et ils savaient, à aucun moment, ils ont tremblé. Parce que là, on prenait les clés, on prenait les voitures, on se barrait avec. Mais ils savent très bien que celui qui fait ça, il ne va pas courir 1 heure. Dans la demi-heure qui suit, les mecs sont en cabane. Et ils sont en cabane, ils vont prendre peut-être... Pour vol de voiture comme ça, c'est peut-être, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans de prison. Et contrairement à la France, ils vont les faire, les gars. Bien sûr. Et donc, comme là-bas, à Dubaï, on sait que si on prend les clés ou le portefeuille, c'est 3 ans de cabane, eh ben, on n'y touche pas. Logiquement, ça devrait être normal. Mais ça devrait être comme ça aussi en France. Parce que c'est anormal de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, etc. Et en fait, en France, ça devrait être ça. Il y a certainement même des lois en France qui interdisent le vol. Je dis pas qu'il n'y a pas de loi. Je dis que non seulement elles ne sont jamais appliquées, etc. Et donc ici, si on fait des choses comme ça, par exemple, faire un doigt d'honneur à quelqu'un en conduisant, c'est une très forte amende. Insulter quelqu'un dans la rue, c'est une très très forte amende, voire de la prison. Agresser physiquement, j'en parle même pas. Par exemple, moi, je ferme jamais chez moi. Ceux qui veulent me cambrioler, allez-y. Alors, donne ton adresse. La porte est ouverte. Marina Warfouane, appartement 1105. Mon appart est toujours ouvert. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, je suis parti, il n'y a personne chez moi, c'est ouvert. Il y a des caméras devant mon immeuble. Il y a des caméras avant de rentrer dans le lobby. Il y en a 3 ou 4 dans le lobby. Il y en a 3 ou 4 dans le couloir. Il y en a 2 dans mon ascenseur. Dans mon couloir à l'étage, il y a 3 ou 4 caméras. Je veux dire, c'est impossible de rentrer chez moi sans être pris sous toutes les coutures. Le gars qui rentre chez moi sans y être invité, je crois que pénétrer chez quelqu'un sans y être invité, si on touche à rien, c'est 1 an de prison. Si en plus on vole, je crois que c'est 3 ans de prison, 3 à 5 ans de prison. J'afficherai les tarifs. Donc si on vole, voilà. Si on vole avec violence, c'est qu'en plus si on me moleste, on me frappe, en plus de me voler, c'est 25 ans de prison. Tout le monde sait ça ici. Tout le monde sait ça. Quand tu viens à Dubaï, tu le sais que ça t'arrive. Et donc, il ne peut rien t'arriver. Qui va aller risquer 3, 5, 25 ans de prison pour dérober quoi, une télé, un peu de cash? Et en plus, avec les caméras, les flics, ici, attrapent les gens dans l'heure. Là, il y a eu une histoire, on m'a raconté une histoire, je ne sais plus qui m'a raconté ça. 3-4 wesh de quartier sont venus à Dubaï, ils ont fait les cakes, ils ont entendu des villas. Je crois que ça a pris genre 1 heure ou 2, et là, ils sont en prison. Ils sont en prison, et je crois qu'ils ont pris 3 ou 5 ans de prison. C'est normal. Mais ici, du coup, on a nos portes ouvertes, les clés de la bagnole, elles restent dans la voiture, tu arrives au parking, tu laisses tes clés, tu sors. Et en fait, vivre comme ça, les gens ne peuvent pas se rendre compte mais c'est un luxe. Le luxe que c'est. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on parle de luxe, on parle de grosses baraques, de grosses bagnoles, mais se dire en permanence, là, par exemple, on va aller Top Golf, on va aller jouer au Top Golf, je pourrais mettre des images, en fait, c'est des practices où on peut manger, boire et tout, c'est un endroit très agréable. Ben, quand je joue au golf, moi, j'enlève ma montre et tout, je les laisse sur la table. Je me dis pas, ah ouais, mais attends, il faut que je la cache, je mette un petit truc dessus. Tiens, le sac à main, mets-le bien sous le siège. Ici, on s'en fout. Ici, on laisse tout comme ça. D'ailleurs, quand tu vis à Dubaï, c'est dur de retourner dans le monde réel. Mais c'est clair. Je pense que tu deviens inadapté.
Ouais. à tout ce monde qui nous entoure en Europe et en France. Ouais. Demain, si je vais me balader porte de la Chapelle à Paris, par exemple, ça va me faire bizarre. Ça va me faire bizarre. Donc déjà, parce tu que vas enlever ta montre. La montre, mais tout le monde nous le dit. Quand on a une montre, alors ça, c'est. Alors souvent, on croit que c'est une Richard Mille, mais en fait, c'est une Hublot. Alors aujourd'hui, je crois qu'elle vaut 26 000 euros en commerce. Donc 26 000 euros, c'est une somme, c'est pas une grosse montre. Mais 26 000 euros à Paris, je me la fais arracher. Je marche dans la rue. Il y a un gars qui va arriver, qui va me frapper par derrière, qui va m'arracher ma montre et tout. Ici, c'est impossible. Non mais attends, tu parles de ta montre. Les téléphones volent l'arracher. Pour un téléphone à 500 euros, tu peux prendre un coup de couteau. Alors, pour 25 000 euros... Les iPhones, tout ça. Ici, moi, je vois des jeunes femmes dans la rue, seules. Des fois, il est minuit, 1h du matin. Elles ont le prix d'un appartement parisien autour du cou, au poignet. Elles ont des Richard Mille à 250 000 euros. Van Cleef & Arpels de partout pour quasiment la même somme. Leur sac à main, des Birkin, ici, il n'y a que ça. Toutes les nanas ont des Birkin et toutes les nanas veulent des Birkin. Et il n'y a que ça. Mais jamais, les Birkin sont tout le temps ouverts. Je vois les trucs ouverts. Des fois, on voit les liasses de billets. On voit les gens. Il n'y a aucun risque ici. Et ça, c'est un vrai plaisir de vivre à Dubaï parce que cette liberté qu'on a, c'est un luxe que les gens ne peuvent pas imaginer. De vivre avec zéro stress, de se faire cambrioler, agresser, insulter, etc. Ça, déjà, c'est le premier luxe de Dubaï. Mais ça, les rageux français qui disent que tout est fake, machin et tout, ça, ils n'en parlent pas. Parce que déjà, les rageux qui critiquent Dubaï n'ont jamais mis les pieds à Dubaï de leur vie. Et ils ne mettront sûrement jamais les pieds. Et ils ne mettront jamais les pieds, parce qu'un état d'esprit comme ça, on ne peut pas s'évoluer, gagner de l'argent ou s'ouvrir l'esprit pour aller visiter. Alors, on peut aimer la Floride, on peut aimer Bali, l'Afrique du Sud, la Suède. On peut aimer des coins dans le monde plus que d'autres. Et ça, c'est normal. Mais moi, je ne parle pas de goût et de couleur, là. Je ne suis pas en train de dire c'est beau, c'est pas beau, etc. Je suis en train de parler de factuel. Sécurité, santé. La santé ici, franchement, on me dit, ouais, en France, on a la carte vitale. Qu'est-ce que j'en ai à faire de la carte vitale? La carte vitale, ça sert à quoi? Ça sert à te faire rembourser quelques soins quand tu vas dans un hôpital insalubre pour poireauter une journée dans un couloir sordide. C'est-à-dire que c'est ça. Aujourd'hui, tu vas aux urgences, on te fout dans un couloir. Si tu es bien loti, on va te mettre une perf avec de l'eau sucrée, voilà. On te fait poireauter des heures, on va te faire un petit scanner, et puis on dit, oh, dégagez, on ne sait pas ce que vous avez. C'est ça l'hôpital en France aujourd'hui. Ici, les hôpitaux, ils sont dans le futur. Moi, quand je suis venu ici, même pour avoir l'Emirate ID, la carte d'identité d'ici, tu passes... l'anecdote est marrante. Tu es obligé de passer des tests, prise de sang, etc. Moi, j'avais rendez-vous à 7h du matin. À 7h moins 10, j'étais parti. J'étais arrivé en avance. Ils disent, bah, c'est pas grave, scanner, etc. J'étais arrivé genre 20 minutes en avance. Ça a duré 10 minutes. J'arrive pour mes examens. Y a plein de petits box, hyper modernes, etc. Box numéro 10, une femme très gentille me fait ma prise de sang. On papote 5 minutes. Elle me dit, bah, vous faites radio des poumons. Il y a radio des poumons à faire dans la foulée. Je vais dans la pièce numéro 15. Radio des poumons, hop. Ça a pris 10 minutes, j'étais parti. Pas de queue, pas d'attente, pas de formulaire interminable à remplir. Tout est fait, propre et tout. J'ai halluciné, c'était propre, c'était rapide, c'était efficace. Mon permis, tiens, anecdote. Je sors de l'anecdote de l'immobilier, mais j'ai une anecdote sur mon permis de conduire. Je suis allé vivre en Suisse 1 an, donc j'avais un permis suisse. Et donc, mon épouse aussi, il a fallu qu'on refasse nos permis français en revenant en France. On a abandonné au bout d'1 an et demi. C'est-à-dire qu'on a voulu refaire le permis, donc on remplit les formulaires incompréhensibles sur le site de la NTS. Il y a toujours une case qui est impossible à remplir parce qu'on a tous des cas particuliers. Ça bug. On remplit le formulaire, on envoie, on attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, on relance. Oui, ça va venir, c'est long, etc. Et au bout de 9 mois, 11 mois, je ne sais plus, on nous explique qu'on n'a pas rempli le bon formulaire. C'est-à-dire qu'en fait, vu que c'était... en fait, il y a plusieurs catégories à choisir. Et nous, on avait choisi, je crois que c'était échange de permis. On avait un permis suisse en notre position, on voulait récupérer le permis français. Et on a mis échange de permis. Tu vois, ça me semblait pas idiot sur le moment de cocher ça. Donc, on coche ça, et puis voilà. Et puis, en fait, au bout de 9 mois, 11 mois, on te dit, ah non, fallait pas mettre échange, fallait mettre création de permis. Ou restitution de permis. Ou un document. En fait, il y avait une autre case avec écrit création de permis. Et en plus, dans les formulaires, ils disent, oui, mais vu que vous avez déjà eu le permis français un jour,
Donc, c'est pas un échange, c'est une restitution, etc. Et on est reparti pour 11 mois de galère. Ils nous demandent des documents. On sait qu'il nous faut des documents comme des visites médicales, etc. À la fin, tu peux pas les mettre. Donc, t'envoies sans ça. Au bout de 3 mois, ils disent il nous faut la visite médicale. Ben oui, mais la visite médicale, je l'ai depuis le début. C'est juste qu'on pouvait pas la mettre dans votre formulaire. Enfin, bref, l'enfer. La France, c'est l'enfer. Je hais ce pays au plus haut point. J'arrive à Dubaï. Faire mon permis à Dubaï, 23 minutes. 1 an et demi d'un côté avec abandon à la fin, pour pas l'avoir. À Dubaï, 23 minutes. J'arrive au RTA. C'est la régie des transports sur Dubaï. J'arrive, je vais à l'accueil, je dis j'ai un permis français, je suis résident à Dubaï, j'aimerais un permis émirati. Elle me dit est-ce que vous avez fait le test oculaire? Je dis non, elle me dit c'est le bureau là, numéro 5. Je vais au bureau, il y a un mec qui est en train de finir son test, il sort, je rentre, on fait le test qui va bien. Ça prend, j'ai attendu 1 minute, j'ai poireauté 1 minute, j'ai fait le test, ça a duré entre 5 et 7 minutes à peu près. Il m'a pris mon document, le coup de tampon, je retourne à l'accueil, est-ce que vous avez le test oculaire? Oui, je l'ai, bureau numéro 25. Je vais au bureau numéro 25, elle me dit est-ce que vous avez votre permis de conduire français? Je lui donne le test oculaire, mon passeport, elle tapote sur son ordinateur 1 minute. Elle me dit allez vous asseoir, je vous appelle dans 10 minutes. Je vais m'asseoir. 3 minutes après, elle m'appelle. Monsieur Adine, hop, elle me fait. Alors j'ai payé, je crois que j'ai payé 200 €, ça faisait 800 dirhams à peu près, le changement de permis. Donc je paye, il faut payer en cash par contre, ils n'ont pas de carte, mais bon, j'avais le cash. Je paye mon permis, elle me donne mon permis physique. Le permis physique dur. Définitif. Je suis sorti au bout de 23 minutes. 23 minutes pour un produit efficace, délivré, propre et net. Alors qu'en France, on a abandonné au bout d'1 an et demi parce que la NTS, la préfecture, le machin ne s'entendaient pas. Et voilà, et quand on voit ça, quand tu vis ces scènes-là, et que tu peux les comparer, la France ici, tu es dans un monde, mais tu es ailleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus rentrer en France. Aujourd'hui, ici, tu vas dans les plus beaux restaurants du monde. Tu visites des lieux. Ici, tout est magique. Le Dubaï Mall, j'ai regardé, c'est plus de 1 225 000 mètres carrés. 1400 boutiques. 1500, 1800 boutiques, mais 1400 ou 1500 d'actives. Le Dubaï Mall, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc le Dubaï Mall, c'est 120 hectares. 120 hectares de boutiques de luxe, de cafés, de restaurants, de patinoires. Il y a le Mall of Emirates à côté où on peut faire du ski. J'ai passé une journée à la montagne. C'est-à-dire que j'ai dévalé des pentes en luge, en ski, en boule, dans des grosses boules, etc. J'ai fait comment ça s'appelle les nacelles là, des remonts de pente. Ouais. Des remonts de pente, télésièges et tout. Il neigeait. Des pingouins. On s'est baladé avec des pingouins, ils sont venus nous voir, etc. etc. C'est Dubaï. Honnêtement, ceux qui critiquent Dubaï, souvent ne sont jamais venus. Alors ceux-là, ils vont faire une crise cardiaque avec le télésiège, le ski et les pingouins. Ah oui, alors là, c'est pas écolo-friendly, mais évidemment, il faut vivre, quoi. Je veux dire, l'écologie, moi je suis un pro-écologie intelligente, alors qu'en France, on est sur une écologie punitive. C'est une voiture à 50 000, maintenant elle vaut 120 000 €. Je prends c'est quoi? C'est la petite Toyota Yaris. Yaris GR, ouais. La Yaris GR, la Nürburgring, là, ou je sais plus quoi. Je crois qu'elle vaut. Racing. Je mettrai les chiffres, mais je crois qu'elle vaut 50 000 €. Et je me demande s'ils ne viennent pas de mettre 80 ou 90 000 € de taxes dessus. Bon, ça ne m'étonne pas. En fait, de toute façon, tout est prohibitif, tout est que sanction. Ça, c'est une écologie, une écologie punitive. Totalement inutile, alors que l'écologie, oui, c'est important de ne pas acheter ses affaires, de consommer intelligemment, etc. Mais aujourd'hui, pourquoi sanctionner l'humain de vivre? Moi, je ne suis pas pour sanctionner l'humain de vivre. Si la clim, moi, il fait 44 degrés dehors. S'il n'y avait pas la clim, là, mais on serait en sueur, en souffrance et en inconfort toute l'année. Aucun intérêt. Donc, voilà, c'est pas vraiment le sujet, mais vivre à Dubaï, pour moi, ceux qui n'ont jamais vu Dubaï, qui critiquent très bien si ça les défoule, si ça enlève un peu leur frustration, qui se déchargent comme ça, Dubaï, c'est féerique. Honnêtement,
J'ai 1 million d'images dans ma tête qui sont magnifiques, des jolies femmes bien apprêtées. Tout à l'heure, je marchais dans le mall. On va parler de ça, mais on marchait dans le mall, les femmes sont habillées de façon élégante, comme on verrait les femmes aller dans des grandes soirées en France. Des robes, des tenues, des bijoux, du maquillage. Elles sont apprêtées, elles se font belles. En France, c'est Jogos Lacoste, TN, les nanas, elles sont habillées comme des wesh, ou vraiment pas apprêtées, etc. On va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus... Les hommes aussi. Alors, je regarde moins les hommes, mais les hommes aussi. Tout le monde est élégant, tout le monde est bien habillé. On voit jamais un mec en jogging à Dubaï. À Dubaï, c'est oui, des fois il y a les shorts, chemise assorties, un petit peu, il y a un petit côté un peu wesh, un côté short, chemisette à fleurs, tout voilà, ça. exactement. Il y a des fois, il peut y avoir des petits, des fashion faux pas, quoi. Il y a des petites fautes de goût, mais dans l'ensemble, les gens sont apprêtés, ils font attention à eux. Les gens ici sont font attention à leur santé, ils mangent équilibré. On peut très vite mal manger à Dubaï, effectivement, parce que la malbouffe est tellement accessible. Mais moi, par exemple, je vois depuis que je suis à Dubaï, j'ai perdu 40 kilos. En 9 mois, là, j'ai perdu 40 kilos. Parce que salle de sport en bas de chez moi, enfin dans mon immeuble, c'est-à-dire que j'appuie sur l'ascenseur, je suis dans ma salle de sport, je rappuie, je suis en train de prendre ma douche. Donc tous les matins, je vais au sport. Je me fais livrer, je peux acheter du russe, du turc, du libanais, du japonais, du français, je peux acheter ce que je veux en nourriture. Et il y a même toutes des listes entières de healthy, de manger sain. Dubaï, honnêtement, ceux qui critiquent Dubaï ne connaissent pas Dubaï. Alors, il y a des défauts à Dubaï, on peut en parler aussi. La chaleur, l'été. Parce que j'ai passé le meilleur hiver de ma vie ici. Ici, l'hiver, il fait 25 degrés. C'est vrai. Entre 22 et 28 degrés, on va dire, tout l'hiver. C'est-à-dire que l'hiver, on se balade partout, il fait beau, il fait ciel bleu, pas de vent, le climat parfait de octobre à avril. Effectivement, avril, mai, juin, voilà, jusqu'à août, septembre, il fait chaud, il fait très chaud. Alors, il y a la clim partout, mais il fait chaud. Ça, c'est le point négatif. Mais en même temps, moi, j'ai habité en France 44 ans. En France, l'hiver, tu mets pas un nez dehors. La flotte, le vent, quand il flotte et qu'il vente, t'as pas envie de rester dehors. C'est pas plus agréable que la chaleur. C'est pas faux. Et tu chauffes. Et tu chauffes. Donc, effectivement, c'est pas tellement plus agréable. Voilà, c'est juste une saison qui est un petit peu décalée ici. Les défauts, c'est ça. L'autre défaut, je sais pas si c'est un défaut, mais en fait, il y a une grosse communauté pakistanaise, indienne, etc. ici. Mais voilà, en fait, non, je voulais dire, c'est tout ce qui est qualité de service. Des fois, sur certains services, ça laisse indésirer. Moi, il y a des mecs qui sont venus faire de l'entretien de certaines choses dans mon appartement. Le travail était quand même pas ouf. Ils sont nombreux, hein, les mecs, des fois, ils viennent à 5 pour peindre un mur. Hein. Moi, j'ai vu, par exemple, dans mon appartement, peindre un mur d'un couloir, ils étaient 5. Un qui peint, quatre qui regarde. Eh ben, pas plus que ça. Et puis, bon, voilà, c'est pas forcément toujours nickel. Mais en fait, ici, ils compensent des fois la qualité par la quantité. On le voit sur les chantiers. Moi, j'ai vu des immeubles en construction en face de chez moi. Tu avais 90 bonhommes sur un étage. Alors que si ça se trouve, 20, 30, 40 aurait suffi. Mais bon, des fois, ils compensent par la qualité, par la quantité. Mais bon, par contre, une fois fini, c'est propre. Hein. C'est solide, c'est structuré. Les finitions commencent à être belles. Les finitions, il y a quelques années, ça laissait un peu à désirer, mais ça y est, il y a eu un coup de collier qui était mis dessus. Ok, donc voilà, on a pas mal bifurqué. En fait, à la base, on était censé parler d'anecdotes de l'IMO. On a bifurqué sur du Dubaï en mode un peu causette. Mais bon, c'est agréable. Et puis, j'espère que les gens ont été intéressés par ce qu'on s'est dit. En tout cas, merci Alexandre de t'être prêté au jeu. Ça fait plaisir. On a pu condenser 40 ans d'immobilier en 10 ou 15 minutes. Voilà, des anecdotes, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, si le format vous plaît, si vous avez aimé les anecdotes, il y en a 1 million d'autres. Là, on l'a fait un petit peu à l'improviste, un peu à l'arrache. Donc, on a freestyle. On a mis celle qui nous venait en tête. Mais si le format vous plaît, si vous avez apprécié et que vous voulez d'autres anecdotes, on en a des encore plus croustillantes. Après, on ne sait pas si on peut tout dire ici, mais on en a des encore plus péchus. Donc, si ça vous a plu, mettez en commentaire. En plus, ça permet à la vidéo de vivre un peu. Mettez en commentaire, likez. Abonnez-vous, alors ça c'est le top du top. Et puis en commentaire, j'ai bien aimé telle anecdote. Est-ce que vous en avez eu sur ci ou ça? Parce que des anecdotes, on en a eu vraiment des vertes et des pas mûres, des divorces, des engueulades, des successions. Enfin, il y a 1 million d'autres choses qu'on pourrait raconter. Après, on est sur YouTube, donc on va essayer de faire sobre. Voilà, mais voilà, si ça vous a plu, petit commentaire et puis on se fera un plaisir de refaire une vidéo. Carrément, et je reprends l'avion, je reviens ici, on se refait encore des vidéos. Exactement, parce qu'Alexandre va revenir peut-être plusieurs fois parce que justement, on a la chance qu'Alexandre parle russe.
couramment. Et effectivement, à Dubaï, il y a une grosse communauté russe. Et moi, avec tous les produits que je commercialise, alors la Floride en priorité, mais on vend du Dubaï, je vends du private equity, parce qu'on a des belles opérations en private equity, en obligataire, etc. La communauté russe est la bienvenue. Moi, je ne parle pas russe, mais Alexandre parle russe, donc il va peut-être me donner un petit coup de main sur cette branche-là. On va essayer de développer tout ça. Donc, en tout cas, merci d'avoir suivi le podcast. Merci Alexandre de t'être prêté au jeu. Merci à toi, et Thierry. puis à très bientôt. Super.